Elle est bonne? 26 degrés. Chaude? Quel système? Chlore? Non, électrolyse. J'aime ce bleu. C'est le bleu piscine classique. On ne s'en lasse pas. Dommage, j'ai pas pris mon maillot. Tu pourrais m'en prêter un? C'est une œuvre d'art, tu sais. Où ça? La piscine, c'est une œuvre d'art. C'est pas pour nager? Non. Alors c'est pour quoi faire? Alors ne fais rien, il est. Quand même, c'est du boulot d'avoir une piscine. Et aussi grande. L'entretien des filtres, le nettoyage, tout un équipement complexe pour finalement ne pas nager dedans. Ça semble dommage. Si je nageais dedans, ça ne serait plus une œuvre d'art. Et elle a toujours eu ce statut? Je sais pas, quand j'ai acheté la maison, la piscine était déjà une œuvre d'art. Mais comment fait-on pour faire la différence? D'ordinaire, il y a toujours une signalétique, non? Chaque fois que tu organises une fête, tu dois prévenir tous tes invités. Il est arrivé que des invités sautent dans la piscine, l'ayant confondu avec une piscine. Et alors, tu as fait quoi? Rien, ça fait partie de l'œuvre. Mais alors moi aussi je pourrais nager. Non, toi tu ne peux pas nager parce que maintenant tu es au courant de son statut. Ce serait de la déprédation. Alors tu aurais au moins pu me dire que l'eau était froide, que je ne sois pas trop tentée. L'eau n'est pas froide, elle est chauffée. Pompe à chaleur. Devait être notre première soirée échangiste. Et tout est parti de travers. D'abord le chien qui vomit. Ensuite Madame Reynaud, celle que je devais entreprendre, qui perd son papa au moment de quitter la maison. Bref, des catastrophes enchaînent. À vous dégoûter de la vie et de ses petits plaisirs. Alors avec ma femme, on a bouffé les olives, on a bu le prosecco, et puis on est allé se coucher, sans même toucher aux accessoires. Mon mari préfère me prendre sur le balcon. Pour être honnête, il me prend uniquement sur le balcon. Ce n'est pas un grand balcon, il est même assez petit. Mon mari est un homme fort. Parfois, j'ai peur que la balustrade ne soit pas assez solide. Son dynamisme attire la convoitise. Toutes mes amies, divorcées ou non, attendent que mon mari soit enfin libre ou même veuf. Mais moi, je suis encore en pleine forme. Elle trouve ça chouette, un mari balcon. Elles, sur leur balcon, elles font pousser des géraniums. Mon mari trimballe de grandes quantités d'énergie. Il déferle. Il déferle un peu à la manière d'un gros nuage. Peut-être est-ce pour cela qu'il exige le balcon, pour déferler.
Mais moi, je n'ai pas envie de déferler dans la cour, 4 étages en dessous. Avec mon mari, lorsque nous partons en voyage, nous devons composer. Sur ce navire de croisière l'été dernier, il a fallu pratiquer sur la coursive. Des réputations se défont pour moins que ça. Après, les gens nous prennent moins au sérieux. Certains jours, je rêve d'un homme différent. Mon mari me dit que je peux faire pousser des géraniums dans la chambre à coucher. Haha, il est drôle, je suis une grande femme. La balustrade du balcon n'est pas haute. Je me mets à l'équerre pour bien répartir le poids. J'en profite pour étirer mon dos. Il y a une position de yoga comme ça, elle s'appelle le bâton. Je fais le bâton sur le balcon. Mon mari parle fort, respire fort et crie fort. Même, il chuchote fort. Les voisins du dessous pensent qu'au fond c'est une bonne chose, que le quartier a besoin d'animation. D'autres sont moins satisfaits. Il n'y a pas encore d'unanimité à ce propos. On ne sait pas à quel point le balcon est véritablement un espace privé. C'est compliqué. Pour notre balcon, nous avons choisi une moquette en faux gazon. Mon mari a passé sa jeunesse à la campagne. D'ailleurs, il a gardé l'habitude de se lever tôt. Moi aussi, je suis assez dynamique le matin. Mais quand même, à toutes celles qui m'envient, je parle de l'hiver. J'enfile des après-ski aux pieds et des moufles pour tenir la balustrade. Certains matins sont féeriques avec la neige qui tombe et recouvre le quartier, se calme. Depuis notre balcon, je vois les habitants de l'immeuble en face. Ils sont assis dans leur cuisine avec leur premier café bien chaud entre leurs mains. Et moi, je suis dehors dans le froid avec les promeneurs de chiens. Violette dans le dos de Madame Regamay. Une immense tête de mort sur la fesse gauche de Mademoiselle Imholtz. Un petit diable sur l'omoplate de Monsieur Ferrari. Une boucle en or dans le nez de Monsieur Boya. Un scorpion rouge et bleu sur le cou de Madame Dos Santos. Une perle de chez Swarovski sur la langue de Madame Amstutz. Et un piercing dans le clitoris de Madame Oberly. On est dans une maison de retraite helvétique en 2063, après Jésus-Christ. À la bibliothèque de Genève, le rayon des romans policiers nordiques est toujours noir de monde. Les livres ne restent jamais longtemps en rayon, tant ils sont attendus avec impatience. Par contre, le rayon auteur suisse paraît complètement désert. De temps à autre, on y trouve quelqu'un venu s'assoupir, sûr de ne pas y être dérangé. Les auteurs suisses savent que si un livre n'est jamais emprunté, il sera jeté dans le panier « Servez-vous » à l'entrée de la bibliothèque. Humiliant pour un auteur suisse, un auteur maison, de se retrouver dans ce panier, à la vue de tous. C'est arrivé à un de mes collègues dont le livre n'avait pas été emprunté depuis le 15 avril 1996. Pour ne pas finir dans le panier « Servez-vous », certains auteurs suisses se résignent à emprunter leurs propres livres. Ce monsieur, par exemple, qui entre en ce moment dans la bibliothèque, est un auteur suisse.
Il vient voir si son livre est en rayon. Peut-être est-il enfin parti, s'imagine-t-il, chez des jeunes voix férues de culture. Mais non, le livre est encore là. Le cœur lourd, il l'emprunte à nouveau, ou il demande à un autre auteur suisse de l'emprunter pour lui. Parce qu'évidemment, un livre qui est toujours emprunté par la même personne, ça se voit. Surtout si cette personne a le même nom que l'auteur du livre. Moi aussi, je suis classée avec les auteurs suisses, entre Billon et Bonstetten. Mais au lieu d'emprunter mon propre livre, j'ai développé une autre stratégie. Je l'enlève du rayon auteur suisse et je le glisse dans le rayon des romans policiers nordiques. En 10 minutes, il est déjà dans les mains d'une genevoise ou d'un genevois avide de son prochain meurtre, de ses prochains paysages givrés, de son prochain inspecteur alcoolique. Heureusement, mon livre se passe en hiver et même il neige un peu au début. On peut presque me confondre, sauf qu'il n'y a ni suspense ni enquête. Nous sommes aujourd'hui plusieurs auteurs suisses à avoir compris l'astuce. Et bientôt, il y aura plus d'auteurs suisses dans le rayon romans policiers nordiques que de véritables auteurs de romans policiers nordiques. Le mieux serait évidemment de ranger les auteurs de romans policiers nordiques dans le rayon des auteurs suisses. Ah, voici justement une dame qui arrive devant le rayon des romans policiers nordiques. Que va-t-elle choisir? Kierkegaard, Boissier ou Bornemann? S'émerveiller pour un oui, pour un non. Trouver les gens gentils et puis serviables, pas comme chez nous, où ils sont tous stressés, ont des sales tronches, pire que des chiens de ferme. Trouver tout bon et surtout pas cher. Un plat de scampi grosse comme ça pour 3 €, vous vous rendez compte? Et servi avec le sourire en plus. Une bouteille de vin du pays, bien sûr, mais bon, pour 10 francs de chez nous, ou même moins. Et puis marcher les jours entiers en sandalettes, une bouteille d'eau à la main, entrer dans des églises, des temples, des sanctuaires, allumer un cierge pour l'oncle parti en mai d'un cancer de la gorge, faire une photo loupée d'un vitrail, d'une vierge noire, d'un dragon doré avec une grande langue. Et puis bien sûr, pique-niquer sur un banc, des tomates, un bout de fromage, s'en foutre plein les shorts, s'essuyer avec un mouchoir en papier, chercher ensuite des toilettes, calmement d'abord, puis paniquer, serrant les fesses, comptant les mouchoirs en papier qui restent, se dire qu'on aurait dû y aller au musée. À l'étranger, quand tu vois des chiottes, tu profites, même si t'as pas besoin. Expliquer à quelqu'un à l'hôtel qu'il y a le romanche aussi. Oui, le romanche, la 4e langue, jamais entendu parler. Un mélange entre l'allemand et l'italien. Puis bouffer des glaces, des 1 boule, des 3 boules, des gobelets, des cornets, avec des perles de couleur dessus. En mettre une en photo sur Facebook, avec pour légende, tant pis pour la ligne, ou alors on s'en fout, on décompresse. Acheter des choses, un maillot de bain, une poterie, des épices. Appeler aussi sa maman, lui dire que c'est bien, qu'on a le beau, oui on a le beau. Qu'on va pas faire trop long parce que le roaming, tu vois le quoi, le roaming, on revient vendredi. Quand ça, vendredi, bisous, on t'embrasse.
Jean-Pierre aussi. Tu bois du rosé, des litres de rosé, des wagons citernes de rosé, avec une salade au moins à midi, une niçoise, une caprese, une auvergnate avec des noix, et enfin une petite trotte avant d'aller se coucher, la plage, le vieux port, la piazza. Se dire qu'on est bien, que le temps passe vite. On allumerait presque une clope si on n'avait pas arrêté. On verrait bien chier aussi son patron, son boulot, son plan de carrière, son agenda. Et alors soupirer un bon coup en regardant les lumières trembloter dans la baie. Acheter encore une connerie à l'aéroport. Boire un jus de tomate. Paraît que c'est bon contre le jet lag. On était en vacances. Et Sardou, tu l'aimes? Sardou, tu sais. Et Igelin, tu aimes bien Igelin? Aspine, Igelin, Aspine. Et Macias, tu le trouves comment, Macias? Enrico, non. Non, pas Enrico, non. Et Raphaël, tu le kiffes? Raphaël? Je sais pas, tu sais, ils se rassemblent tous à la fin. Et Delpech? Michel, ça dépend. Des fois oui, des fois non. Et Julien Doré? Qu'est-ce que t'en penses de Julien Doré? Ouais, sympa, Doré, ouais. C'est cool, oui, vraiment, oui, c'est cool. Et Carla Bruni, tu l'apprécies? Ah, Carla, non. Non, pas elle. Et Paolo Conte, tu l'écoutes? Paolo Conte. Tu sais, moi, l'Italie... Et Céline Dion, elle est dans ta playlist? Ah non, moi, le Québec, c'est pas mon truc, tu vois. Et Johnny? Ah oui, Johnny, beaucoup, oui. Johnny, oui, énormément, Johnny, oui. Tu l'aimes, Johnny? Oui, énormément. Ouais. Énormément. Moi, je voulais devenir le type qui trace les lignes blanches sur les routes. Sauf que les petites filles ne peuvent pas devenir le type qui trace les lignes blanches sur les routes, parce que les routes, elles doivent être bien droites. Aussi, il faut être costaud pour pousser la machine. Il faut mettre un casque sur les oreilles, porter une salopette. Souvent, tu as des taches de peinture dans les cheveux, et puis c'est un métier où tu restes tout le temps dehors. Une petite fille, ça reste plutôt dedans. Parcourir les routes de la Suisse derrière ma machine pour tracer des lignes bien droites par tous les temps avec un casque sur les oreilles et des taches de peinture dans mes cheveux, je ne voyais pas où était le problème. Je voulais juste devenir le type qui trace les lignes blanches sur les routes. Sauf que les petites filles ne peuvent pas devenir le type qui trace les lignes blanches sur les routes, parce que les routes de Suisse sont surtout des routes de montagne. Et il faut savoir tracer des courbes bien régulières jusque tout en haut de la montagne. Et une fois arrivé au sommet, tu dois hisser la
machine sur la remorque du camion. Et quand le camion se coince dans la neige, tu dois être capable de mettre les chaînes. Une petite fille, ça ne sait pas mettre les chaînes. Tracer de belles courbes bien régulières jusqu'au sommet de la montagne, hisser la machine, enfiler les chaînes sous les blizzards les plus terribles et sans les gants. Je ne voyais pas où était le problème. Je voulais juste devenir le type qui trace des lignes blanches sur les routes. Sauf que les petites filles ne peuvent pas devenir le type qui trace des lignes blanches sur les routes parce qu'il faut connaître la géométrie. Tu dois savoir diviser les routes précisément en deux parties égales. Sais-tu au moins ce que c'est une médiatrice? Probablement que non. Parce qu'à l'école, quand le professeur explique ce que c'est une médiatrice, les petites filles, elles se recoiffent. Calculer des médiatrices, même sur une route au pôle Nord, dans le froid, avec un truc sur les oreilles et une salopette en peau de phoque sur le dos, je ne voyais pas où était le problème. Je voulais juste devenir le type qui trace des lignes blanches sur les routes. Sauf que les petites filles ne peuvent pas devenir le type qui trace des lignes blanches sur les routes parce que les routes suisses sont une chose sérieuse, pas comme les routes de Tahiti par exemple. À Tahiti, il n'y a pas d'autoroute que des sentiers pour les ânes, alors que nous en Suisse, on a même des autoroutes à 3 voies et que dans ce cas, la médiatrice, elle ne te sert plus à rien. Les autoroutes à 3 voies, à 4 voies, à 6 voies, avec une grosse machine à tracer les lignes, les sentiers de Tahiti avec une machine plus petite, une sorte de modèle réduit, peut-être tiré par un âne, je ne voyais pas du tout où était le problème. Et je m'obstinais à vouloir devenir le type qui trace les lignes blanches sur les routes. Sauf que les petites filles ne peuvent pas devenir le type qui trace les lignes blanches sur les routes parce qu'il faut savoir aussi tracer des lignes jaunes. D'ailleurs, maintenant, tu as même des lignes bleues, et puis le type qui trace les lignes sur les routes, il doit savoir aussi faire les flèches. Des flèches qui tournent vers la droite, des flèches qui pointent vers la gauche, et de toute manière, les petites filles ne peuvent pas devenir le type qui trace les lignes blanches sur les routes, parce que ce sont des petites filles. On est arrivé en haut, il n'y avait rien. Les vierges n'étaient pas là, même pas une. Ils n'avaient rien préparé. On a attendu un peu, on s'est dit qu'elles étaient en retard, qu'elles avaient peut-être loupé le bus. Quelqu'un nous a amené de l'eau, on avait soif, on avait couru, il faut dire. Et puis des dattes, parce qu'on n'avait rien avalé depuis des jours. Après un moment, une femme est passée au loin, mais elle n'avait pas l'air vierge, elle n'était pas belle non plus. Alors on a commencé à se dire qu'on s'était fait avoir, et que tout ce qu'on avait fait en bas, on l'avait fait pour rien en définitive. Et on a commencé à l'avoir mauvaise. Quitter les potes et rendre les clés du 4x4 passe encore. Mais ce qu'on a fait après, merde, on aurait su qu'il n'y avait rien au bout, on n'aurait même pas commencé. Alors on a voulu redescendre, mais c'était fermé de l'extérieur. Et on n'a pas pu sortir. Maintenant on est coincé là comme des cons, sans savoir quoi faire. Et surtout ce qui va se passer. Si vous voyez le boss, dites-lui qu'on n'est pas content. Et qu'en tout cas, si c'était à refaire, on ne le referait pas. Faut quand même pas nous prendre pour des guignols. Longtemps, je me suis creusé la tête pour trouver quelque chose à dire. Des conversations entières se sont déroulées sans moi. Et puis je cherchais quelque chose d'intéressant, moi je le trouvais. Et puis un jour j'ai appris que les Inuits ont 50 mots pour dire neige. Immédiatement j'ai reconnu le potentiel incroyable de cette information. Je me voyais dans ce cocktail, dans ce vernissage, dans ce dîner, électrifier mon auditoire avec ce que je sais sur les Inuits. Il y a tant de belles occasions, surtout l'hiver, quand la neige tombe ou ne tombe pas. Réchauffement climatique, langue, sport d'hiver, statistiques, peu importe le sujet, ce que je sais sur les Inuits peut être placé dans des contextes si nombreux.
Mais l'art de la conversation s'apprend en conversant. J'ai perdu trop de temps à attendre le bon moment pour révéler ce que je sais sur les Inuits. Un esprit fin me précède toujours de quelques secondes pour dire « Les Inuits ont 50 mots pour dire neige, scoop, triomphe. » Voilà une personne qui se fera inviter partout. Le pire, ce sont les discussions sur les Inuits. À chaque fois, c'est la fête dans mon cœur, je jubile, mon heure est enfin arrivée, je pense au succès que je vais avoir avec ce que je sais sur les Inuits. Et pendant ce temps, bingo, j'entends plus rapide que moi dévoiler que les Inuits ont 50 mots pour dire neige. L'autre jour, je t'ai invité à dîner chez des amis, plat principal, dessert, café, abricotine. À la fin de la soirée, alors que j'étais encore en train de me positionner avec ce que je sais sur les Inuits, tous se sont levés pour partir. Sur le pas de la porte, on a vu qu'il pleuvait. Oui, qu'il pleuvait. Pas un seul flocon de neige à l'horizon. Et il ne faisait même pas froid. Et là, incroyable, quelqu'un a fait remarquer que les Inuits ont 50 mots pour dire neige. Et ça a relancé la soirée. On a fini par pousser les meubles et danser comme des fous, même si tout le monde était fatigué. Alors maintenant, c'est à mon tour de venger des décennies, des frustrations. Et quel plus bel endroit que cette magnifique salle, profitant de votre silence et de votre attention sans partage. Je le dis, ce soir, dans ce micro, les Inuits ont 50 mots pour dire neige. Avec le jardin public, on a fait un jardin privé pour qu'il soit plus performant. On a fait de même avec le banc public qui est devenu un banc privé, nettement plus performant. Ensuite, on a fait pareil avec l'école publique, devenue une école privée, beaucoup plus performante. Idem avec la sécurité publique, devenue sécurité privée, incontestablement plus performante. On s'est occupé ensuite des transports publics, des WC publics, de la propriété publique, du domaine public, de l'espace public, de l'opinion publique, du bien public, de la santé publique et du trésor public qu'on a privatisé pour les rendre plus performants. Et puis tant qu'on y était, on a aussi privatisé les détectives publics, puisque comme chacun le sait, les détectives privés sont largement plus performants. On allait s'attaquer au public pour en faire un public privé nettement plus performant. Quelqu'un a dit qu'on risquait de se priver de public. Alors on a gardé le public public. Mais il faudra tout de même bien se résoudre à le privatiser un jour. C'est bien connu. Le public privé est beaucoup plus performant que le public public. N'est-ce pas, cher public ? Nous, les Suisses, nous avons une importante tradition du partage. Prenez les biscuits, par exemple. Dans sa cuisine, la femme suisse confectionne ses propres biscuits de Noël. Elle les offre à ses amis, à la famille, aux professeurs des enfants et à la femme de ménage. Je suis une femme suisse, je confectionne mes propres biscuits de Noël, d'après une recette transmise de mère en fille depuis des générations. Dans sa cuisine, la femme suisse prépare sa pâte, enfourne et répartit ses biscuits dans des sachets qu'elle attache avec un joli ruban. Mi-décembre, elle est déjà prête pour la première célébration. De fête en fête, la femme suisse n'arrive jamais les mains vides.
Toujours, elle remet à ses hôtes un sachet de biscuits fait maison. Et bien sûr, elle-même reçoit en retour de nombreux sachets. Une fois les fêtes terminées, la femme suisse a reçu autant de biscuits qu'elle en a donné et se retrouve avec de nombreux sachets dont elle ne sait que faire. Alors, elle les mange ou elle les donne. Moi, je ne les mange pas, ce serait absurde puisque les miens sont les meilleurs. Je les pose à la mosquée. Cette année, quand je suis arrivée à la mosquée avec tous les biscuits que j'avais reçus, j'ai vu une chose qui m'a profondément ébranlée. Posés là, sur une table, 3 sachets de mes propres biscuits. Les meilleurs biscuits de la région, peut-être de la Suisse entière. Quand je pense qu'ils vont les manger, je passe des moments difficiles. Plus rien n'est comme avant, n'est-ce pas? Parce que si les gens commencent à donner mes biscuits à la mosquée, une recette transmise de mère en fille depuis Guillaume Tell, à qui je vais les donner, ceux que j'ai reçus? Mouton hirsute, accablé sous leur épaisse toison de laine. Vache, traînant sous elle de lourdes tétines, désormais inutiles. Poulets obèses et livrés eux-mêmes marchant tristement le long des routes. Mouflons, cerfs et chevreuils, frappés d'infarctus, ou luttant tout simplement contre le cancer. Porcs égarés et confus en proie à la maladie d'Alzheimer. Dindes et lapins affligés de cataracte. Chevaux équipés de pampers contre leur gré. Truites aux brochets séniles et agitées de tiques au fond de nos lacs et de nos rivières. Voilà, ça y est, c'est arrivé. Les véganes ont maintenant pris le pouvoir. Depuis que tu as des dents blanches, ta vie a changé. Les gens sont plus sensibles à ton charme. Avec tes dents blanches, tu as le touch, tu as le style, tu as le shine. Et sans le shine, tu n'as pas de life. Tu shines sur les pistes de ski, tu shines dans les galeries d'art, tu shines à Paris. Avec des dents blanches, tu réorganises ta palette. Le gris, c'est bon pour les murs de ton salon. Le jaune, c'est bon pour tes jetons au casino. Et le blanc alors, c'est bon pour quoi? Le blanc, c'est bon pour la réverbération. Tu réverbères en croisière, tu réverbères en montagne, tu réverbères en rivière. Avec des dents blanches, tu es plus intelligent. Les gens aiment ta conversation, tu es invité dans le monde. Et si tu ne comprends rien, tu peux toujours rire. Rire sur la plage, rire dans les bars, rire dans les boîtes de nuit sous la lumière stroboscopique. Avec des dents blanches, tu parles toutes les langues. C'est ton passeport universel. Les extraterrestres, l'au-delà, tout le monde fait appel à toi. On te comprend dans les pagodes, on te comprend dans les souks, on te comprend dans la Jeep, pour le safari. Avec tes dents blanches, tu parais facilement 10 ans de moins. C'est important d'avoir 10 ans de moins. Aujourd'hui, tout le monde a 10 ans de moins. 10 ans de moins autour du Mont Blanc, 10 ans de moins dans les aéroports, 10 ans de moins au cours de Zumba. Si tu n'as pas 10 ans de moins, ça te fait tout de suite 10 ans de plus. Pour un différentiel total de 20, tout de même. 20 ans, ce n'est pas rien. À ce rythme-là, tu n'auras bientôt
plus dedans du tout. On a une excellente terrine maison qui nous ont dit à peine on s'était attablé. C'est tout fait maison ici, c'est tout maison, vous verrez, vous nous donnerez des nouvelles. Alors va pour la terrine maison, on a dit, nous vous savez, on préfère de loin les produits maison aux produits pas maison. On vous met ça avec un pichet de l'autre vin blanc maison, ils ont demandé. Et bien sûr, on a répondu, quoi de mieux qu'un petit vin blanc maison pour accompagner une terrine maison. On avait fini l'entrée maison lorsqu'ils sont venus nous proposer de commander la suite. On peut vous faire une salade maison, ils ont dit. Avec ça, le chef serait enchanté de vous servir une andouillette maison, accompagnée de sa purée maison. Très bien, on a dit très bien, allons-y, on fait confiance à la maison. D'ailleurs, on se sent presque comme à la maison, dans votre maison. Et avec ça, vous aurez peut-être un petit rouge maison pour faire suite à votre blanc maison. Mais bien sûr, ils ont dit, nous avons justement un excellent château maison qui accompagnera formidablement bien nos produits maison. On était déjà bien repus avec tous ces produits maison. Un sentiment de satiété nous envahissait. On se serait même volontiers allongé si on avait été à la maison. Lorsqu'ils sont venus nous dire que comme on avait pris la formule maison, on avait encore droit au plateau de fromage maison, ou alors au dessert maison. De quoi se compose le dessert maison, j'ai demandé. Eh bien, c'est une glace maison qu'ils ont dit, ou alors on a tout simplement la tarte maison, c'est comme vous voulez. De toute façon, les deux sont faits avec des produits maison. J'ai laissé le fromage maison, je me suis rabattu sur la tarte maison, qu'on m'a apporté nappée d'une sorte de crème anglaise maison. On s'apprêtait à rentrer à la maison lorsque le patron est arrivé avec un schnapps maison. Il a tenu à nous faire goûter, disant qu'il n'était pas question complet pour le digestif et que ce serait sur la maison. On allait monter dans la voiture lorsque je me suis subitement senti mal. Je suis allé vomir derrière la maison. Et le sucre. Je m'en fous. Et le cholestérol. Je m'en fous. Et le fer. Je m'en fous du fer. Et le sel. Je m'en fous. Et le cœur. Je m'en fous du cœur. Et l'hypertension. Je m'en fous. Et les clopes. C'est égal. Et le vin. Je m'en fous. Et le stress. Je m'en fous du stress. Et le stress. Mais je m'en fous du stress. Et le stress. Je m'en fous. Et l'arthrose. Ouais. Et les dents. Mais pas grave. Écoutez. Je m'en fous complètement. Et la mémoire. Mais fuck it. La mémoire. Et les polypes. Rien à faire des polypes. Rien à faire. Et le check-up. Non, je fais pas. Non. Qu'est-ce que c'est? Et le burn-out. Non, pas de burn-out. Et le coming out. Oui, j'ai fait mon coming out. C'est fait. Oui, c'est fait. Et la gastroscopie. J'ai fait. C'est fait bien. aussi. Et la colonoscopie. Et ces taches sur la peau. C'est joli. Et les MST. Oh, j'adore. Et le souffle. Oh, pas de problème. Et les gouttes. Et la mutuelle. Fuck la mutuelle. C'est vrai. Et l'assurance. M'en fous. Et le docteur. M'en fous du docteur. Et la physio. Jamais. Et la famille. Mais m'en fous de la famille. Et le notaire. Et l'église. M'en fous. Fuck the church. C'est vrai. Et le prêtre. M'en fous. Et l'oraison. Non, m'en fous aussi. Et le repas après.